Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, en visite en Algérie. Il a rencontré lundi le président de l'Assemblée nationale populaire. La famine perdure au Soudan du Sud. Les analystes estiment que seuls les dirigeants du pays sont responsables de la crise humanitaire qui s'y produit. Négociations à l'ONU pour bannir l'arme nucléaire. Plus de 100 pays sont en réunion depuis lundi. L'État, l'armée, l'économie, mais aussi les médias. Tout est à reconstruire en Centrafrique et c'est une femme de caractère qui, dans un milieu réputé réservé aux hommes, est appelée à relever un défi fou. Diffuser les messages de réconciliation de la télévision centrafricaine, la TVCA, au-delà de la capitale Bangui. Les grands enjeux de la télévision centrafricaine, c'est qu'elle puisse être reçue sur toute l'étendue du territoire. Que chaque Centrafricain, dans les coins les plus reculés de la République centrafricaine, puisse avoir ce signal et regarder la télé. Donc c'est le grand enjeu, le principal enjeu. Autre défi non moins important, en quoi la première responsable de la chaîne de télévision, le niveau du personnel. Les monteurs, les cadreurs, les réalisateurs, les journalistes, mais vraiment tout. Tous ceux qui travaillent à la télévision centrafricaine ont besoin de formation. Aujourd'hui, nous avons essayé de faire le maximum, de tirer un peu, de relever un peu, mais nous ne pouvons plus aller plus haut, plus loin. On va stagner tant qu'il n'y aura pas de formation. En attendant d'y arriver, le gouvernement, plutôt sensible, s'attaque déjà à la partie technique. Avec une société italienne, Téléconsult, il a signé une convention en vue de l'installation de pylônes dans les 16 préfectures du pays. Téléconsult espère que le déploiement sera achevé d'ici 15 mois. En visite au Soudan du Sud pour parler de l'accès des travailleurs humanitaires aux populations souffrant de la famine, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que la Commission condamne les récents assassinats de 6 travailleurs humanitaires dans une embuscade alors qu'ils voyageaient en convoi depuis Juba, la capitale, vers Pibor, une ville de l'est du pays. J'ai également effectué un déplacement hier dans une localité, Ganiels, où j'ai vu ce que font les humanitaires pour venir en aide à ces populations qui souffrent de famine. Cette famine est la conséquence directe de la situation d'instabilité et d'insécurité dans le pays. Sur le plan humanitaire, je devrais le dire en premier, nous dénonçons et condamnons les actes qui ont conduit à l'assassinat des 6 personnes qui sont venues dans le cadre humanitaire pour aider les populations. Et nous demandons par l'occasion au gouvernement et tous les acteurs de respecter et de protéger les humanitaires qui sont venus pour aider les populations sinistrées. L'embuscade de ce week-end est survenue après 2 autres attaques d'humanitaires depuis le début du mois. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile dévastatrice qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déplacé environ 2,5 millions d'autres et provoqué une crise humanitaire catastrophique. La famine perdure au Soudan du Sud. Les organisations humanitaires font des pieds et des mains pour venir en aide aux populations en situation difficile. Dans un centre de soins ambulant à Awey, au nord-ouest du pays, les femmes et les enfants touchés par la famine bénéficient d'une aide pour lutter contre la malnutrition. La situation est extrêmement mauvaise. Si nous ne faisons pas assez pour atténuer la situation, nous aurons une catastrophe. Nous ne voulons donc pas atteindre cette phase. Par conséquent, l'UNICEF et les partenaires d'exécution, nous travaillons vraiment dur pour tenter d'atténuer la situation en étendant notre réponse d'une manière intégrée. Pour les analystes, seuls les dirigeants sud-soudanais sont responsables de l'actuelle famine au Soudan du Sud. Ces experts sont convaincus que si l'aide humanitaire aide à sauver des vies,
Seule la paix mettra fin aux souffrances de la population. Il n'y a ni sécheresse catastrophique au Soudan du Sud, ni autres facteurs naturels expliquant la famine qui touche 100 000 personnes et en menace des millions. Mais bien 3 années de guerre civile. Visé par des mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale qui l'accuse notamment de génocide au Darfour, le président soudanais Omar el-Béchir se rendra au sommet de la Ligue arabe qui se tient cette semaine à Amman, capitale de la Jordanie. Selon le chef de la diplomatie soudanaise, le président Omar el-Béchir, malgré son emploi du temps très chargé, participera sur invitation du roi Abdallah II de Jordanie au 28e sommet de la Ligue arabe qui débute mercredi prochain. Mais dans un communiqué, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a appelé la Jordanie à lui refuser l'entrée sur son territoire ou à l'arrêter s'il s'y trouve. L'ONG estime qu'une telle visite teinirait les efforts du roi de Jordanie pour réformer le système judiciaire de son pays afin d'améliorer le respect des droits de l'homme. Premier tribunal permanent chargé de juger les génocides et crimes de guerre, la Cour pénale internationale, qui siège à La Haye, a émis des mandats d'arrêt contre Omar el-Béchir en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ainsi, les pays reconnaissant la compétence de la Cour pénale internationale sont donc censés l'arrêter s'il se présente sur le territoire. Le représentant légal est actuellement... Sur invitation du président algérien Abdelaziz Bouteflika, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce lundi en Algérie où il a rencontré le président de l'Assemblée nationale populaire, Mohamed Larbi Ould Khelifa, à l'aéroport. À l'ordre du jour de cette visite qui s'achèvera le 30 mars prochain, la question libyenne et la redynamisation des relations économiques et diplomatiques entre Alger et Brazzaville. Il est également prévu une rencontre entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Abdelaziz Bouteflika. Il sera aussi question d'exemption de visa pour les ressortissants des 2 pays détenteurs du passeport diplomatique. Alors que l'Algérie soutient une solution politique et un dialogue inclusif entre les parties libyennes sans ingérence étrangère, le président congolais Denis Sassou Nguesso préside quant à lui la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Présent ce week-end au Salon du Livre de Paris, l'écrivain nigérian et prix Nobel de littérature Wole Soyinka, tout en dénonçant la construction de murs, a déclaré que le président américain Donald Trump a exploité la xénophobie latente pour accéder à la Maison-Blanche. Trump is in power. Trump est au pouvoir. Il est monté sur le podium du pouvoir, sur les préjugés des autres. Il a joué sur de la veine xénophobe latente qui existe dans toutes les sociétés, y compris la mienne. Which exists in all societies, including mine. I'm against the erection. Je suis contre l'érection des murs, surtout dans les esprits des gens. Je ne m'en suis jamais caché, même quand cela s'est produit au Nigeria, quand des hordes de réfugiés dans des camions déglingués, tous retournant dans leur propre pays, j'ai pris position en disant le Nigeria ne peut pas faire partie de cela. Et puis je suis parti et de voir cela se produire ailleurs, c'est inacceptable. Somewhere else, it's unacceptable. Wole Soyinka, qui s'était débarrassé de sa carte verte après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre dernier, a également saisi l'occasion pour rappeler que le rejet d'autrui ne peut être le fondement d'aucune nation. L'horreur de tout ça était de voir des centaines de milliers de gens en train d'applaudir quand il exposait ses sentiments. Alors j'ai juste dit, je ne veux pas vivre ici. Wole Soyinka n'a pas non plus oublié son engagement en faveur du Biafra, dont la tentative de sécession a provoqué une sanglante guerre civile de 1967 à 1970 et lui a valu 2 ans de prison pour des accusations d'espionnage.
Traité interdisant les armes nucléaires. Plus de 100 pays ont lancé lundi, dans ce cadre à l'ONU, des négociations inédites. Ces participants sont convaincus que le traité, s'il aboutissait, réduirait le risque d'une guerre atomique. Même si les grandes puissances ne sont pas d'avis. Comme dans tout processus intergouvernemental important, des questions sensibles et complexes vont être soulevées, mais avec une vision, une volonté politique et de travailler ensemble pour trouver un socle commun. Ces barrières peuvent être surmontées et une solution acceptable par tous peut être trouvée. 210 000 personnes sont mortes en 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Sous le champion atomique, Hibakusha a vécu l'enfer sur Terre. Fatih Hibakusha souffre encore aujourd'hui, et ce depuis 26 166 jours. Personne dans aucun pays du monde ne mérite de revivre un tel enfer. Face à la multiplication des foyers de tension aux menaces de la Corée du Nord et à une nouvelle administration américaine jugée imprévisible, les Nations Unies ont décidé de prendre les devants. Leur inspiration vient des mouvements qui ont mené aux conventions internationales interdisant les armes à sous-munitions ou les mines antipersonnelles. 123 pays membres des Nations Unies avaient soutenu en octobre la décision de lancer ces négociations sur un texte légalement contraignant. Pluie torrentielle et vent violent accompagnaient ce mardi le cyclone Debbie dans le nord-est de l'Australie. La catastrophe a provoqué l'évacuation anticipée de milliers d'habitants. Alors que les autorités redoutaient l'arrivée du cyclone à l'aube, ce qui présentait un risque très fort d'inondations et de vagues submersives, la progression de Debbie a ralenti durant la nuit. J'ai vu pas mal de grosses tempêtes avant et ça me fait pas grand-chose. J'aimerais bien un siège au premier rang pour pouvoir regarder en fait. Je n'ai pas peur, je ne suis pas inquiet du tout. D'après leur projection, on est soit en plein milieu, soit pas loin. Donc ça veut dire que des vents de 170 km/h et c'est pas bon. À ce stade, 3500 personnes ont été évacuées des villes de Home Hill et Proserpine. Environ 2000 autres résidents sur la zone côtière centrale de Bowen ont également été évacués. Quelques 25 000 habitants des parties les plus basses de Mackay, plus au sud, ont été incités à s'abriter en hauteur par crainte de vagues pouvant atteindre plus de 2 mètres.